Bonjour. Donc c'est notre troisième jour ensemble, donc on est bien contents. Et puis nous sommes bien contents d'accueillir donc nos 5 invités qui vont se présenter chacune. Je pense que c'est aussi bien. Donc Émilie, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Émilie Bettega, je travaille à la Bibliothèque nationale de France, au CNLJ, Centre national de la littérature pour la jeunesse, et au sein duquel je m'occupe d'albums. Je travaille aussi avec Virginie pour lire des documentaires dans le comité documentaire. Et surtout, et c'est peut-être de ça dont j'aurai l'occasion de vous parler aujourd'hui, je travaille pour une revue en ligne qui s'appelle Takam Tiku, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui est donc la revue des livres pour enfants internationale. Il y a la revue des livres pour enfants papier et sur l'offre éditoriale française, et puis il y a la revue internationale qui s'occupe en particulier de 4 zones: le monde arabe, le monde, l'Afrique subsaharienne francophone, la Caraïbe et l'océan Indien. Donc on parle de livres en français et en arabe particulièrement, parfois de livres aussi en bilingue en langue africaine. Et on a un dossier par an au mois de mars. L'année dernière, c'était Place aux filles, et on avait d'ailleurs interviewé une libraire francophone, Binta, de la Farandole des livres à Niamey. Et cette année, le dossier du mois de mars, ce sera sur les tout petits. Et on fera sans doute appel à vous pour savoir si dans vos librairies, vous avez des coins pour les 0-3 ans et qu'est-ce que vous offrez aux 0-3 ans. Parce qu'on voit que dans l'édition, dans nos zones, donc aussi bien le monde arabe que l'Afrique, l'océan Indien et la Caraïbe, il commence à y avoir des propositions pour des livres pour tout petits, des livres cartonnés, des berceuses, voilà. Donc j'essaierai de vous donner ma carte tout à l'heure, si voilà. Et puis je crois qu'on essaiera de rester en contact pour ce dossier. Et n'hésitez pas à regarder Takam Tiku, comme ça se prononce, ce qui veut dire en wolof, j'aime bien, j'en veux encore. Voilà, je vous remercie. Bonjour, moi je suis Virginie Meyer, je travaille avec Émilie au Centre national de la littérature pour la jeunesse et je m'occupe de formation principalement, notamment pour les bibliothécaires jeunesse, mais pour tous les gens qui s'intéressent à la littérature pour la jeunesse. Et puis je suis responsable du comité de lecture livres documentaires, puisque à la revue des livres pour enfants, nous publions, en plus de dossiers thématiques ou consacrés à des auteurs ou des pays, une partie critique dans laquelle nous analysons la production éditoriale courante, principalement française, et nous donnons des avis pour donner un petit peu des repères dans la production, pour aider les collègues, notamment bibliothécaires, qui achètent des livres pour la jeunesse et plus généralement qui travaillent avec les livres pour enfants, avec les enfants. Bonjour, donc je suis Nathalie Vogue-Verlet, je suis la directrice et l'éditrice des éditions du Ricochet. Nous sommes une maison d'édition indépendante spécialisée jeunesse qui fêtera l'année prochaine ses 30 ans. Donc un bel anniversaire. Moi, en fait, j'incarne la 2e génération, puisqu'en fait, je n'ai pas fondé la maison et je l'ai reprise. Donc, c'est une histoire assez singulière dans le monde de l'édition, puisque l'édition jeunesse indépendante, ça se fait un petit peu rare. Nous nous sommes au fil des années spécialisés dans le documentaire. Donc, c'est de ça dont on va pas mal parler ensemble. Merci. Bonjour, je suis Camille Babot, directrice littéraire documentaire aux éditions Milan. Donc le département documentaire chez nous, le catalogue documentaire est très grand, donc il est réparti entre Charlotte et moi-même. Donc, ça fait une 15aine d'années que je suis chez Milan et du coup les livres de mon côté du catalogue, je les développe avec une équipe. On en fait à peu près 60-70 par an et c'est vraiment tous les sujets, des tout petits, des 18 mois, jusqu'aux lecteurs les plus grands de 18 ans par exemple, on espère. Bonjour, moi je suis Charlotte Derville, donc je travaille sur l'autre partie du documentaire aux éditions Milan. Ça fait 7 ans que j'y travaille et donc j'anime avec mon équipe la partie du catalogue qui s'occupe des collections qui ont entre 80 et une centaine de titres que sont les petits docs, les petites questions. Voilà, c'est des grosses collections chez Milan. Et donc voilà, on a besoin d'être une équipe mobilisée pour s'occuper de ces titres-là. Voilà, donc notre cœur de cible, c'est 4-7 ans et un petit peu au-dessus, 7+8. Inès Breton, je crois que vous me connaissez tous maintenant.
pour nos invités. Moi, je suis ancienne libraire en Chine et maintenant représentante pour la plupart des maisons d'édition, pour faire simple, vers l'Asie qui importe des livres en français. On se connaît. Et membre associé, oui, bien sûr. Je suis ici en tant que membre associé de l'AILF. J'accompagne certains de leurs projets. Hélène Wadowski, je suis membre associée de l'AILF. Nous sommes membres associés parce qu'on n'est pas libraire. Donc, si on est membre, si on est libraire. Et donc, je dirigeais le secteur jeunesse de Flammarion pendant quelques années. Et maintenant, nous allons pouvoir attaquer notre sujet. Alors, d'abord, en 2 minutes, on va vous résumer un petit peu, en 2 minutes, donc ce qu'on s'est dit aujourd'hui, en tout cas, les problématiques qu'on a dégagées. Donc, Mélanie, qui est libraire au Grand Cercle à Irani, et puis Christiane, qui est libraire au Liban, nous ont présenté aujourd'hui le documentaire. Donc, on s'est interrogé sur l'avenir du documentaire, sans dire pour autant qu'il n'était pas bien portant, parce qu'au contraire, je pense que c'est un bon secteur, par rapport à Internet. On s'est dit, même si les ventes peut-être sont un peu en baisse, mais les parents sont rassurés par le livre parce que ce sont des données qu'on peut vérifier par rapport à un usage du net où on sait très bien que voilà, c'est moins simple. On a parlé aussi de différents âges, puisque vous nous avez cité quand même beaucoup de collections de Milan et beaucoup de collections de Ricochet, évidemment. Et on s'est dit grosso modo jusqu'à 12 ans, et après des questions d'ados, vraiment pour les ados, mais le cœur de cible étant quand même le primaire au sens large. On a parlé d'un défi éditorial pour pallier justement le trop grand flux d'infos sur le net, ce qui revient un peu à dire la même chose, en se disant aussi que par rapport à il y a peut-être 10 ans, les livres doivent être plus attrayants avec une attention quand même portée au prix de vente. Donc une conjugaison pas toujours facile à tenir. Alors moi, je vais juste citer les thématiques classiques qui ont été évoquées, puis Inès continuera. Donc les formes variées pour parler de thématiques classiques qui sont sous forme d'albums, de pop-up, de livres avec une animation, des livres à toucher, des livres questions-réponses, des bibliographies, des BD mangas, des BD graphiques, au format poche directement, des livres sonores, selon les âges bien sûr, sous forme de coffrets, de boîtes de quiz, 3 petits points, etc. Voilà, après, Christiane et Mélanie ont aussi déroulé la thématique, des nouvelles thématiques qui sont plus des thématiques d'actualité. Donc, elles nous ont parlé d'intelligence artificielle, de neurosciences, de fake news, d'écran, d'Internet et de médias, de communication au sens plus large. Ensuite, des sujets plus forts comme harcèlement, consentement, le féminisme, l'identité de genre, les guerres et conflits, les migrants, les réfugiés, l'exil, l'évolution, les phénomènes scientifiques et le sport, et après des sujets saisonniers comme Noël, puisque là on est en décembre, on a parlé de ça. Et des livres directement en anglais chez Milan. Voilà, certains livres aussi qui sont parus en anglais quand c'est des sujets qui s'y prêtent. Alors après, on a parlé d'animation en rayon, donc là on va peut-être pas, c'est pas le sujet, le principal du sujet ici, mais par contre, ça fera l'objet d'une bonne petite question. Alors, je crois que je vais passer les chiffres, parce qu'on les a vus ensemble, et puis vous les connaissez dans la profession, donc je pense qu'on va gagner les 5 petites minutes nécessaires. Voilà, donc comme première question, moi j'aimerais bien qu'on s'interroge, parce que c'était un sujet qui était un petit peu, qui transparaissait dans toutes les interventions qu'on a eues, sur le rôle du livre documentaire comme médiateur entre les parents et les enfants, pas seulement comme pour démontrer que les infos sont véritables, mais aussi pour toucher des sujets qui peuvent être délicats. S'il n'y a pas un livre qui fait le médiateur, peut-être que le parent ne va pas oser parler d'un sujet à son enfant, mais le fait que le livre traite du sujet peut donner une passerelle. Donc peut-être que ça peut vous évoquer quelque chose, que ce soit les parents ou les médiathécaires, les bibliothécaires. Oui, ça me parle bien. En fait, ce que je vois en tout cas, c'est que le documentaire, pour moi, c'est un livre qui va toucher aussi directement les enfants. En tout cas, dans les collections pour les plus jeunes, comme Eau et la science, on voit bien au salon que c'est pas seulement les parents qui viennent pour que mon enfant apprenne ceci, cela, mais les enfants vont vraiment vers ces livres-là aussi. Et nous, les sujets sur lesquels on a touché ce type de problématique, c'était d'abord le sujet de la sexualité. On a sorti il y a 4 ans maintenant, Tout nu,
Dictionnaire bienveillant de la sexualité. C'était un livre canadien qu'on a amené en France et on a bien vu que tout de suite les parents se sont dit « Ouh là là, ce livre, c'est le livre parfait à laisser traîner à la maison, justement parce que ça va éviter que mon enfant aille tout apprendre sur le net et évidemment avec tous les dangers que ça comporte. » Et celui qu'on vient de sortir, donc on en parlait un instant, Être garçon, la masculinité à contre-courant, donc qui est paru en septembre. C'est vraiment un livre sur la masculinité, on pourra y revenir sur la façon dont il est fait, mais très clairement, j'ai des parents qui sont là et qui me disent ah bah oui, c'est super, mon fils, voilà, la violence au collège, l'attirance vers tel ou tel, c'est compliqué et il va pas vouloir m'en parler à moi directement, mais par contre, si le livre il est là, alors on va tout faire et on y reviendra sûrement pour que l'enfant, l'ado ait envie de le lire. Mais néanmoins, on sent que c'est des outils de parentalité. Oui, du coup, chez Milan aussi, nous, on a cette problématique-là, avec ce qu'on appelle un peu entre nous les livres médicaments, où effectivement, qui à destination plutôt des adultes, en fait. Alors moi, pour les plus grands, je vais avoir typiquement comme exemple cette collection des C'est quoi, avec par exemple ce titre « C'est quoi les addictions » qui est paru cet automne et qui s'écoule semaine après semaine. On est même assez surpris de son écoulement en se disant que là, on a vu juste en fait en abordant ce sujet, avec du coup pas mal de BD, enfin une approche assez accessible aussi pour l'enfant. Et peut-être toi, Charlotte, plus en particulier dans ton catalogue. Alors oui, nous, on a une collection effectivement qui se détache. C'est celle-ci, c'est les petits pourquoi, qui ont vraiment vocation à venir répondre aux questions émotionnelles des petits. Hein. C'est vraiment son credo. Donc on a ce titre-là en particulier, Zizi et Zézette, qui a été un des premiers titres de la collection qui est apparu il y a 6 ans maintenant, voilà, qu'on retrouve dans le top des ventes. Effectivement, il y a la sexualité, donc qui est un sujet problématique, et puis il y a d'autres sujets comme par exemple la mort aussi, qui dans sa version livre permet le dialogue, et c'est vraiment comme ça qu'on les crée en fait. Hein. Nous, on est en apport documentaire, donc on est vraiment sur une écriture qui est neutre, qui est factuelle, et on se permet d'aborder absolument tous les sujets en gardant vraiment cette ligne directrice de on ne tombe pas ni trop dans l'émotion, ni dans la polémique, mais voilà, on se permet de donner des notions, de les éclairer à travers une trame narrative, mais voilà, qui est très neutre. Et je pense qu'effectivement, ça permet à la fois aux parents d'aborder un sujet qui est complexe et à l'enfant aussi de le réceptionner sans tout l'affect qu'il pourrait y avoir aussi dans un dialogue plus libre, quoi. Voilà. Émilie, est-ce que par rapport aux thèmes qu'on vient d'aborder, est-ce que vous les recensez dans des revues? Est-ce que comment vous on peut peut-être les faire passer. Peut-être rebondir sur la question, en tout cas, des documentaires, effectivement, sur ces thématiques liées au corps et à la sexualité et au consentement, qui sont beaucoup développées, même si c'est des choses qui existaient depuis longtemps, mais les formes peut-être changent un petit peu. Je pense notamment, par exemple, très spécifiquement la question des règles, par exemple, qui était un sujet qui était déjà traité depuis toujours dans les livres sur la puberté de façon générale, mais depuis quelques années, on a vu quelques livres vraiment spécifiquement sur les règles, par exemple. Je pense à ça. Et dire aussi, comme vous le disiez, que c'est vrai que je pense que spontanément, les jeunes enfants sont très attirés par les livres documentaires, sans doute. Et là, moi, je suis pas bibliothécaire jeunesse directement, mais comme je fréquente beaucoup de stagiaires qui viennent me voir de partout en France et de différents types de bibliothèques qui nous racontent aussi ce qui se passe, c'est vrai que ça marche encore beaucoup pour les plus jeunes jusqu'à 6 ans. Encore l'âge scolaire de l'école primaire qui effectivement est encore un peu captive, entre guillemets, notamment en lien avec le travail scolaire. Et après, c'est vrai que c'est un petit peu plus... Ils viennent sans doute moins spontanément après parce qu'ils ont plus facilement accès à d'autres sources d'informations. Mais ce rôle-là, en tout cas dans les bibliothèques, il est très important aussi. Et typiquement, les livres sur le corps ou la sexualité, c'est des titres qui sont dans les bibliothèques. Et mes collègues de lecture publique nous racontent parfois que, effectivement, parfois dans les rayons, on entend quelques ricanements où on va retrouver un documentaire comme ça, caché entre 2 piles de BD, qui a été lu à un autre endroit de la bibliothèque, sur place, sans doute, si c'est difficile pour les enfants de les emprunter et de parler de ces choses-là à la maison. Donc oui, en tout cas, en bibliothèque, il y a ce rôle extrêmement important de fournir cette information-là, effectivement, un peu sécurisée, entre guillemets, par rapport à tout ce qu'on trouve sur Internet. Ça fait partie du rôle des bibliothèques d'avoir des livres bien faits sur ces questions-là.
Alors pour la zone dont je m'occupe, l'Afrique francophone, les livres qui m'arrivent, il y a peu de livres sur la sexualité en soi. Il y a plus des livres sur la santé publique. Et donc un thème qui revient très souvent, c'est les grossesses précoces. Je pense là à ce titre, Salima ou la petite mariée précoce. Et avec les grossesses précoces, on a je veux dire toutes les thèmes qui vont derrière, qui sont les mariages précoces, la polygamie, les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, l'abandon de l'école, parce que bien sûr, quand il y a mariage précoce, il y a aussi abandon de l'école, toutes les maladies qui s'ensuivent quand on a une maladie précoce, le retour dans la famille. Enfin, c'est vraiment les 7 plaies d'Égypte, les grossesses précoces, et c'est très présent quand même dans les documentaires. Parfois, ça peut être dans une BD, ça peut être traité en BD. Parfois c'est soutenu par des ONG, parfois non. Le Salima ou la petite princesse, la petite mariée précoce, non. J'ai un autre titre assez terrible, Noura, ou le martyr de l'adolescence, où on voit l'adolescence d'une jeune fille comme une sorte de chemin tortueux où on peut tomber dans le ravin à chaque virage. C'est pas toujours très enfin voilà, c'est vraiment sur le mode du attention et de la remise en question de ces risques-là. Enfin du coup c'est très intéressant. Alors il y a quelque chose de plus intéressant, c'est quand tout d'un coup, dans un documentaire qui est un album documentaire, Un jour je serai ingénieur, il y a la cause de l'école et la cause des femmes qui sont ensemble. Là, c'est chez Adinkra, une nouvelle maison d'édition ivoirienne. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on sait précisément que la réussite scolaire et tout ça marche ensemble. Donc, le fait d'aller à l'école, le fait d'avoir des ambitions, et ça, c'est un peu plus joyeux. Parce que souvent aussi, il y a des questions sur l'école et un peu trop pédagogique, un peu trop genre si vous n'allez pas à l'école, vous n'en sortirez pas, etc. Alors que c'est peut-être pas la question. Mais là, vu par le désir d'une petite fille, un jour je serai ingénieur, donc oui, c'est pas les mêmes questions qui sont bien sûr traitées. Je pense que la question de le prisme de la santé publique, mais par là on voit aussi ça. C'est forcément la littérature de jeunesse, c'est un reflet d'une situation socio-culturelle, économique, etc. Alors, ça tombe bien parce que c'était un peu l'introduction à notre deuxième question. On a vu avec Christiane et Mélanie quand même beaucoup de formes de livres, je veux dire des BD, des mangas, des livres avec des pop-up, bien sûr, en fonction des tranches d'âge aussi. Comment est-ce que des romans graphiques, comment est-ce que, donc là je m'en tourne un peu plus vers l'édition, comment est-ce que vous dites, en dehors du problème du coût du livre, en dehors du prix de vente de livres, mais est-ce qu'il y a des thèmes pour lesquels vous dites il faut absolument qu'on fasse un livre avec un plus ou pas? Enfin, je veux dire, Nathalie, tu veux t'y coller? Alors moi personnellement, chez Ricochet, on fait pas des livres avec des gros bonus de fabrication. C'est vrai qu'on préfère rester sur la forme un peu classique du livre cartonné ou du livre souple à rabat. Bon, c'est des questions de coût, c'est des questions de rapport entre le coût et le tirage, et on s'en sort plutôt bien comme ça. Donc en fait, plutôt nous, on va se concentrer sur le choix des sujets pour être vraiment dans des sujets hyper pertinents par rapport aux besoins. Comme on est une maison indépendante et que du coup, on n'a pas forcément la force de frappe commerciale de certains de nos confrères, du coup, on va jouer sur un peu l'originalité et l'angle de vue. Et alors, une collection que j'aime bien présenter, c'est notre collection POC. POC, c'est pourquoi, où, comment, qui, quand. C'est les 5 questions des journalistes. Et ça, c'est une collection qu'on a créée il y a maintenant 7 ans, je crois, qui donc s'enrichit au gré d'un livre par an. Donc ça, on y va doucement, mais chaque livre demande énormément de travail autour de grands sujets de société qui font débat, en fait. Et celui-ci, c'est un des premiers, mais qui a été réimprimé, nouvelles éditions plusieurs fois. Comment s'informer? Donc c'est l'information. Et là, notre réflexion éditoriale, ça va être, oui, quel genre de livre, quel coût? Là, on s'était dit, 12-13 euros, c'est raisonnable. 128 pages pour un ado, ça va, mais il faut quand même que ce soit hyper aéré comme maquette. Donc, quelle est l'illustration? On a choisi de
d'avoir une illustratrice qui est vraiment dans un esprit un peu dessin de presse, avec un peu d'humour. Donc là, pour parler de comment se fabrique l'information, quel est le travail des journalistes, comment identifier là où on va s'informer, voilà, ne pas tomber dans le panneau de la gratuité, des copier-coller de partout, etc. Donc on donne plein de petits conseils, on fait des petites rubriques hyper astucieuses, et avec ça, voilà, on espère que l'ado va rentrer, même si on sait bien aussi que ce genre de livre est plutôt adopté dans les CDI ou pour faire un exposé. Un ado va moins se diriger spontanément vers un livre comme ça que vers un livre comme celui qu'on vous a fait passer, Être garçon. C'est évident. C'est plutôt une petite valeur d'essai, mais notre valeur ajoutée, c'est de faire un état complet et impartial d'un sujet avec tous les tenants et aboutissants pour pouvoir après soi-même développer son esprit critique et pouvoir se positionner par rapport à ces sujets de société. Nous, il y a aussi un autre sujet de société qu'on aborde beaucoup chez Milan, c'est l'écologie et la nature, parce qu'on est vraiment éditeur de titres nature sur la nature depuis toujours. Milan, c'est l'oiseau, le Milan noir, en fait, c'est un oiseau de la région toulousaine. Et donc c'est vrai que du coup, typiquement sur la forme, sur les titres, sur les sujets de société dont on parlait tout à l'heure, on va plutôt être sur une forme plutôt agile et légère pour pas être impressionnant, que le livre coûte pas trop cher. Donc typiquement des brochets, des livres qui sont pas intimidants, alors que pour le coup, pour aborder les livres sur la nature, où l'enjeu, c'est de connecter les enfants à la nature, de les émerveiller, de leur donner des renseignements pour qu'ils ils se sentent vivants parmi les vivants et qu'ils soient assez connectés, à la nature. On va se permettre de faire des livres un peu avec des grands formats, avec de la belle image, et là, pourquoi pas des enrichissements aussi en fabrication, avec aussi cette envie d'être cohérent dans nos projets de fabrication. Donc parfois, ça nous arrive de faire des livres pop-up qui sont des grands tirages réalisés en Chine avec une empreinte carbone assez élevée. Et parfois, on va vraiment décider d'être cohérent et de faire un album sobre, malgré tout grand, avec du papier peut-être qui sera optimisé. Enfin voilà, on va essayer aussi on va avoir cette tension-là aussi de cohérence dans notre catalogue sur la partie plus nature, écologie du catalogue. Concernant les collections de mon département, je dirais que nous, on est vraiment sur l'idée de rendre le livre documentaire le plus accessible possible. Donc on est sur du petit prix. On n'a pas une collection qui va au-delà de maintenant 9,50 €. On est aussi dans une volonté de pérennité. Ces collections, si on parle de fabrication, c'est des collections dont le papier est censé être indéchirable. Voilà. Donc c'est des collections qui sont. Ouais, on peut essayer. Je vous mets au défi. Non, il est déchirable en réalité parce que justement, on a essayé d'être un petit peu plus écologique. Donc on a changé le pelliculage en vernis. Donc voilà, aujourd'hui, on est quand même un peu plus green, mais toujours pas complètement recyclable. En tout cas, c'est des livres qui sont beaucoup empruntés en bibliothèque et qui restent longtemps. Et ça, c'est vraiment des remontées qu'on a. Et des parents aussi qui les aiment parce qu'ils peuvent être manipulés à l'envie sans s'abîmer, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment plus notre parti pris à nous. Une toute petite parenthèse sur cette collection. Moi, j'avais découvert un peu tardivement parce que je sais pas, j'avais moins connu, mais vous l'avez fait aussi certains titres en très très grand format. Alors c'est les petits docs qu'on a fait en très très grand format. Et qui sont super aussi pour les bibliothèques, etc. Ouais, qui sont en format, c'est quoi, 40 ou je sais pas. Oui. Et ça, pour les bibliothèques, je trouve que c'est vraiment des beaux ouvrages à présenter aussi. Pour la lecture. C'est une parenthèse, c'était l'occasion. Oh, pardon, si je peux me permettre aussi de rebondir sur cette collection, je vous invite à regarder un petit peu par curiosité. Chaque année, depuis 2014, je crois, le ministère de la Culture publie un baromètre des prêts en bibliothèque. Donc tous les ans, ils prennent un échantillon représentatif. Alors ils élargissent au fur et à mesure. Là, je crois qu'il y en avait 400 dans la dernière édition. Alors de bibliothèques en France métropolitaine, des petites, des grandes, en ville, à la campagne. Donc ils essayent d'avoir un panel le plus représentatif possible. Et c'est assez intéressant de voir. Je vous invite à aller regarder parce qu'en fait, il y a une assez grande stabilité finalement depuis ces dernières années. Comment ? Max et Lily. Max et Lily, toujours en premier, et en général, à chaque fois, ils donnent un palmarès par grande catégorie. Donc en jeunesse, effectivement, Max et Lily trustent toujours à peu près 80 places sur 100. Et donc, ils publient toujours un deuxième palmarès sans Max et Lily pour qu'on voit un petit peu le reste. Et de fait, la collection des petits docs est très bien représentée. Je crois que dans les premiers, enfin dans les titres les plus empruntés, il y a les pompiers et les dinosaures, je crois. Donc sujet très classique. Mais effectivement, je pense
pense que les bibliothèques aussi sont assez séduites par ce format solide, j'imagine. Après, c'est une question qui est revenue aussi un peu dans la journée, c'était pas comment on peut faire confiance aux livres, mais qu'est-ce qui va... Du coup, ça me faisait penser à comment vous choisissez les auteurs, du coup, côté éditorial. Est-ce que vraiment souvent c'est des spécialistes ou est-ce que ça va être des spécialistes du documentaire qui vont savoir se renseigner de manière très sourcée pour traiter un peu n'importe quel sujet et parce qu'ils savent... pédagogiquement expliquer un sujet. Où je voyais aussi sur votre couverture vérifiée par un pédiatre. Oui. Par exemple, ça, je pense que c'est des choses qui vont rassurer les parents et aussi peut-être rassurer nos libraires qui vont ensuite rassurer les parents. Quelle est la démarche pour choisir vos auteurs ? Alors nous, on a dans notre catalogue, on a beaucoup d'autrices qui sont des journalistes scientifiques, parce que donc justement pour toute cette ligne, pour les plus jeunes autour de la nature, des sciences, de la découverte du monde vivant, c'est vrai qu'on a Fleur d'Auget, Marie Lécroard, Claire Lecoeuvre et d'autres qui sont vraiment à la base des scientifiques vraiment pointus, qui après ont évolué vers l'écriture journalistique. Et si on les recrute, c'est pour ces compétences-là, cette capacité à vraiment explorer des sujets divers dans leur domaine, mais en s'ouvrant bien sûr à des domaines périphériques. Et aussi, bien sûr, après, c'est la plume. Donc, tout scientifique de haut niveau ne sera pas capable d'écrire aux éditions du Ricochet parce qu'on va vraiment chercher une belle plume pour les enfants, pour la lecture à haute voix, etc. Voilà. Et après, ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est nos illustratrices, par exemple Émilie Van Volsem, un style très naturaliste, qui va se mettre souvent en cheville avec un ou une chercheuse du CNRS ou du Muséum d'histoire naturelle pour aller poser ces questions au fur et à mesure du livre. Et bon, souvent, vous les retrouverez en remerciement. C'est vraiment des personnes à qui on a envoyé les crayonnés, qui ont validé telle ou telle espèce, qui ont pu dire à un moment, ah non, attention, là, l'araignée, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et voilà, avec qui on peut aussi dire, ah bah si on représente tel animal, quel genre d'espèce végétale on peut mettre autour. Voilà, qui vont vraiment nous répondre de façon hyper pointue. Et ça, du coup, c'est quelque chose d'important. Et pour les questions plutôt ados, c'est vraiment des autrices qui vont mener des enquêtes auprès de spécialistes et qui ensuite vont digérer l'information et réécrire pour les ados. Donc il y a quand même cette source qui est hyper sérieuse et hyper importante, essentielle. Oui, parce que vous le disiez en introduction, c'est vrai que l'enjeu par rapport à Internet aujourd'hui, le livre documentaire, c'est vraiment d'être garant d'une certitude à 100% de la véracité de tout ce qui s'y trouve. Et c'est vraiment c'est une carte à jouer qu'on a toujours eu à cœur de tenir, mais qu'on utilise comme argument, qu'on rappelle aux libraires, qu'on rappelle aux parents, aux prescripteurs, parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a ce spectre des fake news qui est partout. Et donc voilà, donc nous l'approche, c'est un grand carnet d'adresses d'auteurs, autrices assez généralistes, et à qui on va demander un regard le plus neutre possible. Donc, c'est des auteurs un peu chevronnés à l'écriture pour la jeunesse et à la vulgarisation. Donc, ils vont se passionner un peu à la façon d'un journaliste. Ils vont se passionner sur le sujet, se documenter. Et effectivement, dans un temps d'eux, nous, éditeurs, on va les mettre en contact avec des relecteurs scientifiques et experts du sujet qui viendront un peu comme chez vous commenter l'écriture, les crayonnés, les illustrations finales. Pour l'anecdote, parce que les gens ne sont pas forcément au courant, mais la collection des petits docs, par exemple, c'est la même autrice qui a écrit... je ne sais même plus à combien de titres on est, mais je dirais 110, 115. Donc ça fait 20 ans maintenant qu'elle écrit. Voilà, elle ne peut pas être spécialisée dans tous les sujets. En revanche, c'est quelqu'un qui sait très bien vulgariser le propos, qui sait pousser ses recherches documentaires jusqu'au bout. Donc voilà, on a une confiance absolue en son travail, et elle-même n'hésite pas à s'entourer de professionnels, de scientifiques. Voilà, elle a vraiment son petit crew autour. Et puis après, sur les thématiques, alors on parlait des petits pourquoi avec le conseil d'un pédiatre, on a abordé aussi des thématiques un peu plus pointues, comme l'autisme ou les enfants précoces. Là, voilà, en plus de faire appel à une pédiatre, on demande à un pédopsie ou à un spécialiste du sujet d'avoir une relecture poussée dessus. Voilà,
c'est vraiment la caution qu'on donne. Peut-être juste en complément, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qu'on trouve, alors c'est pas forcément très fréquent, mais ça arrive, ce sont aussi des coéditions entre un éditeur de jeunesse traditionnel et une institution scientifique ou culturelle. Je pense par exemple la Cité des Sciences, par exemple, ou le Muséum, effectivement, ou d'autres institutions comme ça, qui font des travaux vraiment en coédition, ce qui fait que chacun apporte sa compétence, l'éditeur jeunesse de la production des objets, de la connaissance du public, et puis l'institution à travers, par exemple, si c'est autour d'une exposition, les commissaires de l'exposition vont éventuellement participer à cette publication. Et je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire sur alors effectivement la question du contenu qui est validé, relu par toutes sortes de spécialistes. Et ce qui me semble important aussi dans les livres documentaires, alors je parle pas que en sciences dures, mais peut-être un peu plus dans ce domaine-là, c'est aussi que finalement ces livres-là certains livres vont être amenés à montrer la démarche scientifique elle-même, c'est-à-dire le fait de faire des expériences, de faire des hypothèses, cette hypothèse-là, elle fonctionne pas, on va revenir en arrière, on va tester autre chose. De la même façon, montrer le travail en équipe, puisque là encore, je sais pas, en biologie, en physique ou dans d'autres, c'est souvent des équipes de recherche qui travaillent. Et finalement, nous, on aime bien en comité livre documentaire ces livres qui justement montrent un petit peu, pas ses coulisses, mais comment se construit aussi la science et le raisonnement, et parce qu'une connaissance qu'on pense absolument juste aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, elle sera remise en cause par d'autres recherches, mais finalement de montrer cette science tout le temps en train de se faire, ça aussi, je trouve que c'est important dans ce qu'on doit montrer dans ces livres-là. Ça tombe très bien parce que notre question suivante, c'était un petit peu sur quid des titres, de la part des titres liés à la culture générale. Alors on pourrait dire que les pompiers feraient partie de la culture générale des petits, par exemple, et puis après, tous les thèmes auxquels on peut penser. Les thèmes beaucoup plus contemporains, on en a beaucoup parlé dans votre présentation ce matin, mesdames, des titres sur les fake news. Enfin, je veux dire, vous avez déjà un peu répondu en disant que, bien entendu, un spécialiste de tel domaine ne sait peut-être pas bien écrire pour les 4-7 ans, mais par contre, il fait appel à quelqu'un qui l'expertise. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos tendances, quelles sont vos bonnes ventes? Quand vous dites 110 titres dans une collection, il faut bien l'alimenter aussi. Voilà. Comment est-ce que vous gérez ces titres de culture générale qui, on le voit bien, varient aussi? Je crois, Mélanie, tu dis que dans ta librairie, tu as décidé de dire que le monde ancien, c'est à partir de 2000. Hein, c'est-à-dire que... voilà, puisqu'effectivement, donc voilà, c'est ça. Donc nous, on est tous de la préhistoire, donc tout va bien. Voilà. Mais donc, par rapport à ça, comment est-ce qu'aujourd'hui vous produisez des titres qui est quand même une grande décision éditoriale fondamentale? Moi, en tout cas, chez Ricochet, on va avoir, je pense, un peu deux mondes dans le catalogue. Il y a le monde des sujets contemporains. Donc, je ne pense pas qu'il fasse partie de la culture générale au sens où tu l'entends. Donc, le monde contemporain, c'est le climat, c'est les véganes, c'est le féminisme, la masculinité, la science. On va sortir un titre sur la science l'année prochaine. Donc, pour moi, ça, c'est le monde contemporain. Et là, notre travail, c'est plus un travail d'être en alerte par rapport à tout ce qui se débat dans la société et trouver un moment, en sortir un qui nous semble avoir son potentiel, parce qu'effectivement, il y a des thèmes qu'on a listés qui sont hyper importants, mais sur lesquels on n'a pas forcément encore dit on y va, parce qu'on a un peu peur qu'ils soient un petit peu trop niche. Mais dans les prochains sujets, on va traiter le racisme, on va traiter la science, voilà, des sujets comme ça très importants. Donc, on va se lancer quand on sent et l'intérêt, la pertinence et un public suffisamment large. Et puis après, l'autre monde documentaire chez nous, ça va être la nature. Et là, on est un petit peu à l'écoute de toutes les propositions de nos autrices, de leurs envies, et un moment de se dire, ah oui, ça résonne en ce moment. On est en train de se dire que, tiens, là, par exemple, l'ému des animaux, celui que je vous ai fait circuler, il est un petit peu niche, mais en même temps, il est très original. On ne l'a pas vu ailleurs, allez, on y va. Voilà, donc c'est un peu du feeling quand même. Mais j'ai pas de titre, j'ai pas de collection histoire, j'ai pas de collection pour l'instant purement culture générale. Et du coup, nous, ça se recoupe un peu dans la démarche. Et c'est vrai que, je dirais, pour être sûr d'attraper l'enfant sur ces sujets qu'on a pressentis comme un sujet qui va le concerner, qui va l'intéresser, on va...
partir de questions d'enfants et aussi s'entourer de témoignages d'enfants. Donc, on a des auteurs qui vont réaliser des corpus un peu de petites interviews, d'entrevues avec des enfants pour avoir beaucoup de témoignages. Donc, typiquement, on a ces livres-là, Nous les préados, c'est un livre qui est truffé de témoignages de préados. Parce que l'autrice s'est entourée d'une trentaine de préados. Oui, voilà, ou alors de questions d'enfants. Du coup, recoupe la collection de mes petites questions. Celle qui est en train de circuler, que vous devez avoir entre les mains. C'est vraiment le principe de cette collection, c'est alors non pas de répondre à des questions que les enfants ont réellement posées, mais des questions telles qu'ils pourraient se les poser, en fait. On se met dans la peau d'un enfant, on se met vraiment à sa hauteur. Ça, c'est vraiment la façon dont nous, on travaille le documentaire. On se met vraiment à la hauteur de l'enfant. On n'est pas du tout dans un discours descendant. On le prend vraiment comme il est, on se met dans sa tête, on imagine en fait les questions, les notions sur lesquelles il aurait besoin d'être éclairé. Et on essaye de ne pas être dans le prêt-à-penser, quoi. Voilà. On lui donne l'information telle qu'il peut l'entendre et la comprendre avec son vocabulaire et ce qu'il sait déjà du monde qui l'entoure. Et juste, est-ce qu'il y a une évolution des meilleures ventes ? On a cité les pompiers, je dis ça à titre... voilà, mais est-ce que ça reste toujours une très bonne vente ? Est-ce que le Moyen-Âge reste toujours une moyenne de vente ? Les châteaux forts, enfin, je veux dire, l'Égypte, je sais pas, est-ce que malgré tout, je vois... Moi, vous me dites si je me trompe, mais nous les sujets classiques restent les meilleures ventes. Et typiquement, nos sujets un peu plus sociétaux, où nous on a à cœur d'avoir au catalogue, parce qu'on sait qu'on est au rendez-vous de ces sujets-là, ça reste des petits écoulements, clairement. Et pourtant, à chaque fois, c'est un enthousiasme très investi par l'équipe. C'est des titres sur lesquels on passe énormément de temps. Et pour le coup, vraiment, ça reste quand même les classiques et les mainstream qui dominent, quoi. Peut-être dire le sentiment que j'ai, moi, en observant, pour le coup, vraiment une fraction très large de la production, c'est que par rapport... Moi, je suis arrivée au CNLJ il y a 10 ans. Et quand j'ai récupéré les supports de formation de ma prédécesseuse qui travaillait sur les documentaires, elle avait toute une partie sur les collections encyclopédiques qui traitent comme ça plein de sujets, typiquement comme mes petites questions et toute la série. Et finalement, 10 ans plus tard, au fur et à mesure des années, j'ai enlevé ces couvertures de mes supports de formation. Et aujourd'hui, il y en a un petit peu moins, effectivement, de ces collections qui balayent vraiment très, très large. J'ai l'impression qu'il y a plutôt une tendance au resserrement ou à des sujets plus pointus, je pense notamment au domaine de l'histoire, et comme ça fera la transition peut-être. En histoire, avant, il y avait beaucoup de collections qui balayaient vraiment toutes les périodes historiques, et où je pensais par exemple aux encyclopes ou à la collection intermédiaire qui s'appelait Mes Grands Docs, c'est ça, chez Milan, il y a longtemps, qui ont un petit peu disparu, ou pour lesquels il n'y a plus beaucoup de nouveaux titres, où il y a surtout des rééditions, et voilà, des collections comme ça qui balayaient toutes les périodes historiques, et on avait à la limite en bibliothèque, on les achetait tous et comme ça on balayait tout. Ça a un petit peu disparu, et je sais qu'en histoire, en tout cas, il me semble que parfois ça manque un peu, parce que vous savez, vous imaginez, en bibliothèque, on doit aussi faire la place aux nouveautés comme vous, parce que il faut avoir des collections fraîches et actualisées. On appelle ça le désherbage en bibliothèque. Et parfois, on enlève des titres parce qu'ils sont abîmés, parce qu'ils ont beaucoup servi, parce qu'ils sont déchirés, et il n'y a pas vraiment l'équivalent. Donc en histoire notamment, en tout cas, je pense à ce sujet-là en particulier, c'est parfois difficile. Finalement, il y a un peu plus de trous peut-être dans la production qu'il pouvait y avoir autrefois, hormis les grandes périodes, effectivement, les châteaux forts. Il y a encore des grands classiques, et d'autres périodes évidemment beaucoup moins traitées. Alors du coup, ça fait peut-être la transition avec ce que tu voulais dire sur l'histoire. Merci Virginie. Oui, alors en ce qui concerne l'Afrique francophone et les thèmes d'actualité choisis, justement, en sciences humaines, il y a pas mal de titres en histoire. Et on peut faire un croisement entre femmes et histoire. Il y a eu quand même plusieurs titres sur la présence des femmes africaines dans l'histoire, qui sont très intéressantes, qui sont présents aussi bien dans des documentaires que parfois dans des contes, mais des contes qui ont un fond historique. Donc beaucoup d'histoires de reines, beaucoup de biographies en fait. Du coup, quand on s'était rendu compte, que je me suis rendu compte de ça, j'avais proposé un dossier sur l'Afrique racontée aux enfants, entre histoire et histoire, puisqu'on touche au documentaire, et parfois pas seulement au documentaire, mais au mythe. Et comment on fait une histoire avec une histoire parcellaire, quand on n'a pas d'image, quand on n'a pas de représentation.
Et je trouvais par exemple très intéressant la couverture de Nos héroïnes, qui est publiée chez Nimba, où l'illustratrice a décidé, et l'éditeur avec, de ne pas mettre de yeux, de dieu, de nez, de traits au visage. Le visage est laissé neutre et le jeune lecteur doit pouvoir s'approprier cette image en disant voilà, on n'a pas d'image, on va pas chercher, on va faire une représentation. À vous d'imaginer ce visage. Ce qui est un choix quand même très fort. Il y a une illustratrice qui fait ça, Magali Atobier aussi, dans certains de ses livres. Et donc, je trouvais ça intéressant de voir, bon, voilà, à la fois les filles et l'histoire en même temps. Pour l'Afrique francophone, vous avez aussi la revue Bulle, actuellement, qui a refait sa maquette. Je ne sais pas si vous a été donné de rencontrer le fellowship du Bief, mais précisément, Grace Ngoran était là. Et donc voilà, Bulle sort deux fois par an. C'est presque, on est entre la revue et le livre, un livre qui a un dossier central sur un personnage historique. Donc vraiment le biais pour parler de l'histoire en Afrique, c'est souvent la biographie. Et vous verrez, si vous regardez dans le dossier sur l'Afrique racontée aux enfants dans Takamtikou, qu'on a voulu rendre hommage à une collection qui malheureusement est en fin de course. Il n'y a plus de nouveaux titres qui sortent, qui est la collection Lucie chez Cory. Alors ça, les titres, s'il vous en reste, vendez-les, achetez-les, trouvez le moyen peut-être de demander à la maison d'édition de rééditer, parce que c'est une toute petite collection qui avait été pilotée par Kili Bébé, et avec à la fois une histoire et puis ensuite des pages documentaires très bien faites, où les femmes sont présentes, mais pas seulement, où on a des personnages historiques très anciens. Ça peut être la reine Saraounia du 19e, mais aussi des figures mythiques de l'Antiquité, et puis des personnages historiques du XXe siècle. Donc vous verrez dans les pages que vous aurez le roi, Saraounia, le roi Neura, enfin tous ces personnages, et c'était très bien. Donc on espère qu'il y aura d'autres collections comme ça, mais en tous les cas, Bulle, ça continue, et ça on en rend compte dans Takamtikou. On peut remarquer aussi une tendance à parler des traditions, des cérémonies qui existent encore, comme le Kaleta, par exemple, au Bénin, qui est un rite qui vient des esclaves brésiliens qui sont revenus au Bénin, et qui est pratiqué encore au Bénin au mois de décembre. Donc un masque porté par des enfants. Et ça, justement, ce genre d'histoire peut être portée aussi par des albums jeunesse. Je pense à la maison Ruisseau d'Afrique au Bénin, qui a écrit, il y a eu un titre, le titre Quel État, qui parle de ça. Donc les documentaires ne sont pas que dans les livres estampillés documentaires, ils peuvent exister dans les albums, dans les histoires, mais aussi dans les contes. On se pose la question aussi des livres pour les plus grands. Tout à l'heure, Milan, vous nous avez dit que vous faisiez des livres jusqu'à 18... allez, soyons fous, voilà. Comment est-ce que vous réfléchissez? Alors, on peut reprendre différents petits points des précédentes questions, à des formes différentes, à des thèmes différents. Après, bien sûr, comme vous avez tous apporté des nouvelles couvertures avec des nouveaux titres, vous nous les montrerez aussi. Mais là, justement, pour les plus grands, comment est-ce que vous les travaillez, en sachant qu'évidemment, à 18 ans, ils ont plus accès à Internet peut-être que, évidemment, avant aussi. Mais je veux dire, est-ce qu'ils savent davantage naviguer? Donc, comment faire un doc papier en livre qui a une durée de vie un peu conséquente sur des thèmes? Voilà, comment est-ce que vous visez ce public le grand? Du coup, il n'y a pas vraiment de méthode pour les grands, parce qu'ils sont vraiment difficiles à attraper. Du coup, on dit un peu largement 10+, avec à l'atterrissage parfois des livres écrits sur des sujets où on s'aperçoit une fois le texte lu qu'il est plus du 14+, on touche plus les lycéens. Je pense on avait fait
une histoire des révoltes en France date par date, avec une compilation de dates de bascule dans l'histoire de la France qui s'appelle Debout. Et typiquement, on l'avait un peu pensé pour les collégiens, mais en fait, clairement, c'est plutôt qu'on s'est aperçu après coup que finalement, c'était clairement lycéen. C'est plus, voilà, un peu comme c'est dans ce sens, il n'y a pas vraiment de méthode, c'est que parfois c'est un peu au cas par cas des sujets. Là, dernièrement, typiquement un livre qu'on avait pensé pour les plus jeunes, Destin de sorcière, qui raconte donc c'est un documentaire historique qui raconte l'histoire de 15 femmes en Europe, condamnées en Europe et juste aux États-Unis, les sorcières de Salem, condamnées pour sorcellerie. Typiquement, on l'avait pensé pour le collège et à la lecture, même si on l'a entouré d'éléments de documentation, justement pour recadrer avec une frise historique, on vient expliquer certains mots, ce qu'est l'Inquisition, on vient recontextualiser un peu les faits, parce que ça se raconte un peu comme un doc-fiction. C'est le portrait de ces femmes un peu construit à partir de ce qu'on peut savoir d'elles, donc évidemment, il y a une part de fiction. Alors on s'aperçoit qu'à la lecture, ça attire clairement vers le plus haut, et que c'est presque en fait des adultes qui achètent le livre. Là, on l'a vu à Montreuil, typiquement. Et c'est là où nous, par contre, on est vraiment ouvert, on laisse glisser, c'est en ce sens qu'on va toucher les 18+, on laisse glisser et on s'aperçoit que ça marche. Et c'est même d'ailleurs une tendance qu'on sent de plus en plus. Là, le young adulte côté fiction vient aussi grignoter à ses centres d'intérêt côté documentaire, avec typiquement Destin de sorcière. On a aussi ce livre Africana, on a sur une histoire du continent africain, qui peut être aussi lu partout. Après, c'est aussi la question de la tranche d'âge est toujours difficile. Ça dépend tellement des enfants. Nous, on se donne des tranches d'âge à peu près. C'est surtout pour notre diffuseur, pour les libraires. Après, en fait, on sait bien qu'en termes de lecture, l'important, c'est la prise en main du livre et puis la perception de chacun. Quand on voit celui-ci, on peut l'offrir à tout le monde quand même. Hein, je veux dire, il est très, très bien. Il est magnifique. Ouais. Il est vraiment très bien, Moi, c'est vrai que je ne vais pas chercher à m'adresser à un public aussi âgé, mais ce livre d'être fille que vous connaissez sans doute, très, très étonnamment, il va aussi bien attirer des filles de 10 ans que des jeunes filles de 18 ans, en fait. Et alors, j'aurais imaginé ça, je voyais comme on dit, plutôt une tranche d'âge ado, collège, et en fait, ça va plus bas et ça va plus haut. Donc après, c'est à nous, quand on est présent sur un salon ou le libraire, de dire attention quand même, il y a des sujets délicats. 10 ans, c'est peut-être un peu jeune, ou alors avec accompagnement. Par contre, alors je pense qu'après, il y a aussi la personnalité des auteurs qui peut jouer derrière. Si là, comme Alice Dussutour, on a une autrice illustratrice très présente sur les réseaux sociaux, avec un côté assez... Nathalie, je t'interromps juste pour te dire qu'on l'a reçue il y a 2 ans. Ah, vous l'avez reçue. Voilà, c'est super, donc, vous la connaissez. C'est génial. Elle a une telle communauté que je pense qu'elle touche un peu tous les âges. Conseillé, mais vraiment quel bonheur de l'avoir reçue. Elle est géniale. Donc, ce livre-là, je vous annonce qu'on prépare le suivant. Ah oui. Elle avait été plébiscitée. Peut-être, moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est une des tendances quand même très fortes de mon point de vue du documentaire, c'est la bande dessinée documentaire qui s'est beaucoup développée, sauf si c'était une question après, je suis désolée, qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Alors, toute la difficulté, mais c'est la même chose finalement, avec la bande dessinée encore plus, c'est de mettre des âges parce que, Tintin, je ne sais pas pour quel âge c'est, je ne sais pas si c'est jeunesse ou si ça l'est pas. Il avait parlé de 7 à 77 ans, maintenant 17 à 107 ans. Là, les frontières d'âge sont très, très compliqué, peut-être encore plus en BD que dans d'autres genres, mais c'est quand même un secteur qui s'est vraiment développé et dans lequel il y a des choses extraordinaires. Et il me semble que pour le coup, les ados sont quand même très lecteurs de bande dessinée et donc peut-être que c'est une façon de les accrocher entre guillemets, mais même indépendamment de ça, ça permet aussi parfois une façon d'expliquer les choses, pour des sujets très complexes. Finalement, la bande dessinée peut rendre les choses plus faciles à comprendre. Je pense à un titre qui s'appelle Ici l'univers, publié à la Joie de lire, si je ne dis pas de bêtises, à moins que ce soit helvétique, j'ai un doute. Une bande dessinée sur l'astrophysique. Donc, sujet pas très simple, qui est coécrit avec Michel Mayor, qui a été prix Nobel dans les années 2010. Je ne sais plus exactement
directement. Et finalement, il y a tout un accompagnement du lecteur parce qu'il y a à la fois Michel Mayer qui est représenté dans la BD, plus une scientifique qui va expliquer les choses, plus sa nièce qui, elle, est l'ado, qui connaît rien aux sciences et qui ça intéresse pas trop et donc qui va poser des questions. Et dans le dialogue des trois personnages, ça va donner des explications très accessibles. Et dans les dessins aussi, j'ai dans l'œil quelques cases comme ça, une planche où on a Einstein qui joue à la pétanque sur un drap de plage et finalement les boules de pétanque qui déforment la nappe sur le sable représentent en fait la déformation de l'espace-temps autour des planètes. C'est des sujets pas faciles à comprendre et là, d'une certaine façon, on a l'impression de comprendre. Donc la BD peut permettre ça aussi. Je rebondis sur la BD. La BD africaine, alors je la connais pas bien, mais je peux vous parler d'une collection BD Afrique chez l'Harmattan. Donc c'est pas des livres africains en tant que tels puisqu'ils sont publiés en France, mais souvent avec des auteurs africains. Où là il y a aussi des BD sur des questions historiques très souvent. Et entre autres, je pense à l'une sur l'histoire du thé. Et là, l'arrivée du thé en Afrique, qui s'intitule Légère amertume, qui est assez magnifique. Parce que bon, c'est pas toujours facile de faire une BD historique sur un objet mondialisé comme le thé ou le café. Mais là, voilà. Donc c'est en effet, même si souvent la BD africaine est plus adulte, il y a quand même du 12-15 ans. Donc on vous remercie très chaleureusement. Voilà. Et vous nous avez apporté beaucoup d'éléments. Si vous avez des questions, des ajouts, des remarques. Merci à vous pour cette belle présentation. Moi, je suis jeune éditrice, graphiste designer et illustratrice, photographe. Donc la question que je voudrais poser, c'est le temps de la réalisation d'un livre documentaire. Premièrement, parce que j'imagine que la réalisation est tout à fait différente d'un roman ou un autre support. Et votre avis sur la responsabilité du contenu, parce que je pense que c'est très délicat. Quand on part sur un livre documentaire, il faut être bien précis et être sûr de l'information. Et voilà, donc il y a une part de responsabilité qui est assez délicate. Voilà. Pour le temps, je pense que ça peut être variable, bien sûr. Moi, je dirais entre 1 et 2 ans. Entre la commande, c'est quand même souvent des ouvrages de commande. Et entre la commande, la réception du manuscrit 3-4 mois après, parce que bon, tout le monde a d'autres choses à faire aussi, l'enchaînement avec l'illustration, la phase pré-vente, impression, etc., entre 1 et 2 ans. Voilà, grosso modo. Et la responsabilité, je pense qu'on en a un petit peu parlé, c'est vraiment tout ce travail de choix des membres de l'équipe qui gravitent autour du livre, du travail vraiment très poussé au sein d'une équipe éditoriale dans chaque maison, et d'avoir toujours aussi les sources, un maximum de sources, toujours. Et puis croiser aussi, par rapport à la responsabilité, je trouve, c'est croiser les relectures aussi par différentes catégories d'âge. J'aime bien faire relire par des jeunes, par des profs, dans notre équipe, on a aussi un bel éventail d'âge, on est 4 personnes. Voilà, tout ça, ça croise les regards. Croiser les regards, ça donne plus de force, je trouve, à un projet. Moi, j'ajouterais sur la responsabilité qu'aussi de toujours envisager le public à avoir. Vraiment, c'est peut-être ça qui différencie le livre adulte du livre jeunesse, c'est cette responsabilité-là de toujours se dire à qui on s'adresse, où est-ce qu'il en est de ses apprentissages, où est-ce qu'il en est de son développement, quel est le cadre sociétal autour de ce que c'est l'info qu'on va délivrer, ou dans quoi est-ce qu'elle va arriver. On va toujours contextualiser le public, en fait, la réception. Et nous, c'est quelque chose qu'on a toujours et systématiquement en tête, avec toutes les imperfections que ça implique, parce qu'évidemment, on est subjectif, on est placé là où on est, mais on essaye de s'entourer, on essaye de faire des pas de côté, de se rester connecté au monde autour de nous, et voilà, et envisager le public et l'adresse, quoi. Je
peux ajouter une dernière chose, c'est que la matière documentaire, elle est mouvante aussi. Et nous, on est perpétuellement dans une relecture de nos ouvrages. On fait des nouvelles éditions de façon très, très régulière. J'ai des ouvrages qui, tous les 2 ans, sont révisés parce qu'on se rend compte que le contenu n'est plus approprié, n'est plus à jour. Ou alors que, en fait, la façon dont on a traité le sujet il y a 5 ans, c'est plus du tout celle dont on le traiterait aujourd'hui. Donc voilà, on est aussi très à l'écoute de nos lecteurs. On a des lecteurs qui nous font des retours de façon très régulière. On reçoit des mails de lecteurs qui nous interpellent sur nos choix, qui nous demandent de nous justifier aussi. Donc voilà, on prend ce temps-là aussi de leur répondre. Alors moi, c'est Alim Diallo, jeune libraire guinéen et éditeur. Alors, Alim Diallo, jeune libraire guinéen. Et je vais poser ma question surtout à Émile qui a parlé du livre Mariage précoce de Salima, dont je travaille sur ce livre avec un ami en Guinée. Donc je voudrais avoir quelques informations sur ce livre comme vous avez débattu. Vous avez travaillé sur ce livre? Salima, je suis touchée de ça vous rencontrer. En fait, on l'a chroniqué dans, je crois qu'on en a mis un coup de cœur d'ailleurs, dans Takamtikou. Donc vous pouvez le retrouver. Si vous le retrouvez pas, vous pouvez envoyer un mail, je vous envoie le lien. Et vous pouvez faire un lien pour vous promouvoir le livre en disant en renvoyant à la notice de Takamtikou. Merci beaucoup pour ça parce que le livre est disponible avec moi. Ouais. Et c'est depuis 2021 que je travaille avec un ami sur ce livre. Ouais. C'est moi-même qui ai financé proprement pour l'impression de 1000 exemplaires. D'accord. Et malheureusement, on n'a pas pu le vendre beaucoup. Mais on a donné beaucoup de cadeaux, surtout les élèves. Alors moi, ces jeunes filles qui décrochent l'examen d'entrée en 7e. Ouais. Et vous savez, c'est à cet âge qui est très difficile avec les parents, surtout au village, qu'on les donne comme cadeau à la rentrée ou bien qu'ils décrochent l'examen. Mais on a tapé beaucoup de portes pour avoir des financements pour l'éditer, pour l'imprimer. Mais malheureusement, on ne date pas encore. Vous n'avez pas eu. Oui, j'ai vu qu'il y a la différence d'autres sur le même sujet. Il n'est pas du tout financé. Mais continuez. Et si ça peut vous aider de renvoyer à la notice de Takamtikou, n'hésitez pas. Je crois même que c'est Kili Bébé qui a fait la notice. Parce que ou Élodie Malanda, non. Peut-être c'est la qualité de l'impression aussi qui fait défaut, mais ça aussi on verra. Non, je trouve que l'illustration est très bien faite par rapport aux propos, le lien entre la petite, et tout ce qui lui arrive. Non, félicitations. Je suis ravie et touchée de rencontrer quelqu'un qui a participé au livre. Fouirana, libraire à Madagascar. Ma question s'adresse aux éditrices. Est-ce que vous faites des coéditions solidaires avec des éditions africaines ou des cessions de droits, par exemple? Alors, des coéditions, à ma connaissance, non. Des cessions de droits, oui. Alors, par contre, je les connais pas toutes. Je sais qu'on a une équipe en fait commerciale qui cède nos droits partout sur Terre et qu'elles ont des clients en Afrique, clairement. Mais je peux pas vous en dire plus. Mais oui. Et après, il y a des enjeux de diffusion. Par contre, du coup, plutôt mais pas en coédition que je sache. Hein. Non, je crois pas. Ça me dit rien non plus. Moi non plus, j'ai pas de coédition francophone. J'étais la semaine dernière, je suis intervenue auprès des fellows francophones qui sont venus là, qui était un groupe super. J'ai fait plus une formation avec eux sur l'éditorial. Non, nous, on n'a pas cette occasion, mais on serait pas contre, bien sûr. J'ai fait il y a très très longtemps des coéditions francophones au Maroc, avec Yann Boel-Kitab. Tous les premiers livres de la collection Et la science, les livres paysages que j'ai fait circuler, ont été au départ en coédition francophone avec le Maroc.